Il y a de nombreuses années, dans un beau village du centre de Bamako, vivait un agriculteur nommé Hakin. Il était connu pour sa grande étendue de terre où il cultivait des granates et du maïs. Il n'était pas riche, mais il était respecté, et même si son cœur était encore brisé par la douleur de la perte de sa première femme, il était reconnaissant qu'elle lui ait laissé un fils, son petit Malik, alors âgé de 4 ans. Malik était un garçon vif et joyeux qui aimait aider son père à la ferme. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux pétillaient de curiosité, et tout le village l'aimait. Cependant, Hakin se sentait seul et avait besoin d'une femme pour l'aider à élever Malik et à s'occuper de la maison. Alors, lorsqu'il rencontra une veuve d'un autre village, encore jeune et pleine de vie, il crut que ses prières avaient été exaucées. Alimatou était belle et intelligente, et lorsqu'elle accepta de l'épouser, Hakin crut que sa maison serait enfin à nouveau complète. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Alimatou n'aimait pas sa défunte épouse. Elle entra dans la maison souriante, mais son cœur n'était pas pur. Dès le début, elle n'aimait pas Malik. Elle souriait devant Hakin, mais en son absence, son visage changeait. Elle criait après Malik, l'envoyait chercher de l'eau au loin et lui faisait faire toutes les tâches ménagères comme un domestique. Quand il pleurait, elle lui criait « Tu n'es pas mon fils, va pleurer ta mère dans sa tombe ». Malik était confus, mais il ne se plaignait jamais. Il ne voulait pas causer d'ennui à son père, alors il obéissait. Hakin, qui travaillait souvent dans les fermes pour subvenir aux besoins de la famille, n'a jamais vu à quel point sa femme traitait son fils. 1 an plus tard, Alimatou donna naissance à un petit garçon. Ils le nommèrent Idriss, et Alimatou le célébra comme une reine. À partir de ce jour, elle commença à traiter Idriss comme de l'or et Malik comme de la poussière. Malik, qui avait alors 7 ans, portait des vêtements déchirés et devait dormir par terre à côté de la maison. Idriss, quant à lui, avait des couvertures moelleuses, de belles chaussures et même des jouets achetés au marché. Un jour, Hakin appela les 2 garçons et leur dit « Malik, Idriss, cette terre est pour vous 2. » Un soir, alors qu'Hakin voyageait pendant 2 semaines pour aider son cousin aux travaux agricoles, Alimatou appela un homme nommé Muhammadou, un commerçant connu pour vendre des enfants des villages à la ville. Elle lui dit « Emmène Malik au loin, peu importe où. Assure-toi simplement qu'il ne revienne pas. » Muhammadou demanda « Le père est-il au courant ?» Elle répondit aussitôt « Ne t'inquiète pas, je lui dirai simplement que le garçon s'est enfui. » Et ainsi, le lendemain matin, Malik fut emmené. Le pauvre garçon était effrayé. Il ne savait pas où ils allaient, ni pourquoi Alimatou avait fait son petit sac sans prévenir son père. Il n'arrêtait pas de demander « Maman Alimatou, où est papa? Où est-ce que je le verrai ?» Mais elle le regarda froidement et dit « Ne me pose pas de questions stupides. Tu vas travailler et apprendre. C'est mieux pour toi. » Quand Hakin revint, 2 jours plus tard, Malik était parti. « Où est mon fils ?» demanda-t-il. Mais Alimatou fondit en larmes et dit « Il a volé de l'argent dans ta chambre et s'est enfui. Peut-être qu'il est allé en ville. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il m'a repoussé. » Hakin est tombé par terre et s'est mis à pleurer. Il n'arrivait pas à y croire. Son cœur se brisa. Tout le village chercha, mais ne trouva rien. Tout le monde disait que les enfants d'aujourd'hui, même les plus calmes, pouvaient surprendre. Et Malik fut oublié. Après sa disparition, la maison devint étrangement silencieuse. Hakin n'était plus le même. Il s'asseyait dehors chaque matin, le regard perdu dans la poussière, comme si Malik allait soudainement revenir. Il ne parlait plus autant et ne riait plus comme avant. Même ses cultures cessèrent de pousser, et on disait que la terre était en deuil avec lui. Mais Alimatou s'en fichait. Au début, elle parut triste, versant des larmes de crocodile dès que les gens s'approchaient. Mais une fois partie, elle fermait sa porte à clé et dansait en silence. Maintenant, la terre appartient uniquement à mon fils Idriss. Un soir, elle chantait en cuisinant. Il n'y avait personne pour partager cela avec lui.
Elle continuait à traiter Idriss comme un prince. Elle l'envoyait à l'école dans la ville voisine et lui achetait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures. Hakin n'y prêtait pas attention, car il pensait que donner tout à Idriss l'aiderait peut-être à guérir. Mais ce qu'Hakin ignorait, c'est qu'Idriss montrait déjà des signes de paresse et d'orgueil. Il refusait de rejoindre son père à la ferme et passait son temps avec des garçons plus âgés qui fumaient et couraient après les filles. Quand Hakin lui demanda un jour « Idriss, viens m'aider à cultiver la terre », Idriss leva les yeux au ciel et répondit « Pourquoi faire? Ai-je l'air d'un agriculteur? Tu ferais mieux de vendre cette terre ou de la donner à quelqu'un d'autre. » Hakin fut choqué. Mais Alimatou défendit son fils. « Tu sais qu'il n'est pas un villageois. Veux-tu qu'il souffre comme toi? Laisse-le vivre sa vie, s'il te plaît. » En grandissant, Hakin est devenu trop faible pour cultiver. Il commença donc à écrire aux autres sur le pays. Mais Idriss s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Chaque semaine, il demandait à son père « Où est l'argent de la terre? Et l'huile de palme que tu as vendue le dernier jour de marché ?» Mais quand Hakin lui demandait de l'aide, il sifflait et s'en allait. Pendant ce temps, Alimatou commençait à regretter petit à petit, car Idriss semait le trouble à la maison. Il rentrait ivre, battait sa mère, cassait des chaises et dormait parfois dehors. Mais elle gardait le silence, incapable d'affronter sa honte. Parfois, elle restait éveillée la nuit, pensant à Malik et à l'endroit où il pouvait bien être. A-t-il survécu? A-t-il souffert? Et s'il revenait? Mais elle chassait ses pensées et se disait, même s'il revenait, il n'aurait plus rien ici. La terre appartient désormais à mon fils. Pendant ce temps, loin à Tombouctou, un homme vêtu d'une élégante chemise blanche et aux épaules fermes sortait d'une voiture noire racée. Son nom n'était plus seulement Malik. Il était désormais Malik Touré, PDG de Matra Real Estate, l'une des sociétés de promotion immobilière à la croissance la plus rapide du Mali. Il était devenu un homme doux et profondément intelligent. La vie n'avait pas été facile, mais elle l'avait façonné. Le vieil homme qui l'avait acheté il y a des années s'est avéré être un charpentier au grand cœur nommé Padialo. N'ayant jamais eu d'enfant, il a élevé Malik comme son fils. Il l'a mis à l'école, lui a appris à construire de ses mains, et à sa mort, il a laissé à Malik son petit atelier et un lopin de terre. Malik travaillait comme une machine pendant que les autres garçons couraient après les filles et l'alcool. Malik apprenait à coder, économisait, suivait des cours de commerce tard le soir et dessinait les croquis de ce à quoi son domaine rêvait. Sa première petite maison fut vendue, puis une autre encore, jusqu'à ce que les gens commencent à la remarquer. Il construisait des domaines pour les gouverneurs et les banques, mais quelque chose manquait, quelque chose d'incertain dans son esprit. Un jour, alors qu'il triait de vieux papiers dans l'atelier, il trouva quelque chose d'étrange. Une vieille lettre que Padialo avait écrite mais jamais envoyée. C'était une confession. « Malik, je t'ai acheté 20 000 francs CFA à une femme de Sanakuruba. Elle a dit que tu n'étais l'enfant de personne, mais quand je t'ai regardé dans les yeux, j'ai compris que quelqu'un avait menti. Pardonne-moi, je n'ai pas pu te rendre. Je n'avais aucune idée d'où tu venais. » Malik se figea. Son cœur s'emballa. Il s'assit par terre et fixa le papier pendant ce qui lui sembla une éternité. Ce nom, Sanakuruba, il s'en souvenait depuis son enfance avant la nuit où il avait disparu, ou serait-ce possible? Sa belle-mère l'avait-elle vendu? Il ferma les yeux et serra le journal. Je dois y retourner. Je dois voir par moi-même. Pendant ce temps, au village, Hakin était désormais vieux et faible. Il restait la plupart du temps à l'intérieur, toussant et fixant le mur. Idriss, son héritier supposé, était devenu un ivrogne invétéré. Il avait vendu la partie avant du terrain que son père lui avait donné et utilisé l'argent pour courtiser les femmes à Bamako. Chaque fois qu'Aïcha demandait où était passé l'argent, il aboyait. « C'est ton argent? C'est toi qui m'as donné le terrain? Ne me dis pas de bêtises. » Idriss la déshonora et Aïcha perdit le respect du village.
Mais juste au moment où elle pensait que la situation ne pouvait pas empirer, un homme grand et élégant, aux yeux comme ceux d'Akin, entra dans le village au volant d'un SUV teinté. Les enfants du village coururent après la voiture en criant « Oyi Bonman, Oyi Bonman ». Aïcha sortit à son tour. Elle leva les yeux et resta bouche bée, car devant elle, plus grand, plus fort et plus riche que ce qu'elle avait imaginé, se tenait le même garçon qu'elle avait vendu en secret 25 ans plus tôt, Malik. Elle fixait la scène, essayant d'en croire ses yeux. Était-ce vraiment lui, le même enfant qu'elle avait vendu comme un morceau de bois, celui dont elle espérait qu'il ne reviendrait jamais? Mais avant qu'elle puisse retrouver sa voix, Malik passa devant elle comme si elle était le vent. Ses yeux étaient fixés sur le petit vieillard assis sous le manguier, près de la maison. Akin leva les yeux et plissa les yeux. « Qui est-ce » Malik se pencha. « Papa, c'est moi, Malik. » Akin se figea et ses lèvres tremblèrent, ses yeux s'écarquillèrent comme s'il avait vu un miracle. « Malik ? Malik, mon fils ? Mon garçon ?» Il essaya de se relever, mais trébucha. Malik se précipita et le prit dans ses bras. « C'est moi, papa, je suis à la maison. » Le père et le fils se mirent à pleurer, mais Aïcha courut à son tour à l'intérieur de la maison comme un rat fuyant le feu. Elle avait peur. C'est impossible. C'est impossible. Il était censé mourir. Il était censé disparaître. Et si Malik disait la vérité à Akin? Et si les villageois l'apprenaient? Dehors, les retrouvailles entre père et fils se poursuivaient, mais Malik refusait de dire du mal de qui que ce soit. Il a simplement dit « J'ai été emmené très loin, où j'ai rencontré un homme qui m'a élevé. Il m'a formé et traité comme un fils. Je suis revenu pour voir d'où je viens. » C'est tout. Mais Akin, désormais méfiant, demanda « Qui t'a emmené? Comment est-ce arrivé? Dis-moi la vérité. » Malik sourit. « Pas maintenant, papa. On va d'abord t'emmener à l'hôpital. Tu as besoin de soins. Après ça, on parlera. » Plus tard dans la soirée, Aïcha a elle aussi confronté son fils Idriss. « On a un problème. » Idriss, ivre, a crié. « Quel est le problème, maman? Tu parles toujours de problème. Donne-moi juste de l'argent. » Elle lui a donné une claque. « L'homme que tu as vu aujourd'hui, celui avec la grosse voiture, c'est Malik. » Idriss cligna des yeux. « Quel Malik? Ton demi-frère, celui dont je t'ai dit qu'il s'était perdu il y a des années. » Idriss se leva lentement. « Tu parles de celui que je croyais mort? Celui dont tu disais qu'il n'avait pas d'avenir? Celui que tu as fait oublier à papa ?» Elle hocha la tête nerveusement. « Oui. » Idriss leva les mains et rit amèrement. « Kai, maman, tu m'as finalement détruit. Ce garçon est maintenant millionnaire et je suis là, sans terre, sans argent et sans respect. Tu as dit que tu le faisais pour moi. Tu as dit que si Malik restait, il prendrait tout. Où est tout maintenant? » Aïcha non plus ne pouvait pas répondre, car elle connaissait son propre fils. La raison pour laquelle elle avait commis ce mal était devenue sa plus grande malédiction. Entre-temps, Malik avait emmené Akin en ville pour qu'il soit soigné. Il avait tout payé et lui avait trouvé un nouvel appareil de travail. Cette nuit-là, Malik a appelé un avocat. Il lui a dit une seule phrase. « Préparez les papiers. Je veux que la vérité soit écrite. Ma terre doit m'être rendue. Il est temps. » La fois suivante où Malik est revenu au village, il n'est pas venu seul. Il est arrivé avec 2 SUV noirs. Dans l'un se trouvait son avocate, une femme au regard perçant nommée Fatou, vêtue d'un élégant tailleur bleu, avec des papiers dans son sac en cuir. Dans le second véhicule se trouvaient 2 géomètres et un administrateur foncier. Cette fois, les villageois se rassemblèrent, conscients du drame qui s'annonçait. Akin s'assit devant sa propriété, sous l'arbre, tandis que tous, jeunes et moins jeunes, se rassemblaient autour de lui. Certains soupçonnaient déjà que la vérité allait jaillir comme la vapeur d'eau du Richaud. Malik se tenait devant eux et les salua. « Bonjour, anciens. Je m'appelle Malik. C'est mon village. C'est ma terre. Et, dit-il en désignant Akin, c'est mon père.
Je suis ici pour la vérité, pas pour la guerre. Tout le monde se tourna vers Akin qui hocha lentement la tête. Oui, c'est mon fils, mon premier fils, celui pour qui je n'ai jamais cessé de prier. Un soupir parcourut la foule. Aïcha sortit elle aussi de la maison comme une ombre au soleil, et Idriss se tenait derrière elle, traînant ses pantoufles et se mordant les tétons. Puis Malik lança la bombe. Il y a 25 ans, j'ai été enlevé, non pas kidnappé par des inconnus mais vendu. Quelqu'un dans ce village m'a vendu à une famille de Tombouctou sous prétexte que j'étais orpheline. Cette femme est là aujourd'hui. Tout le monde s'est tourné vers Alimatou. Ses genoux cédèrent, mais elle tint bon. C'est un mensonge, cria-t-elle. Il est juste amer d'avoir été laissé de côté. Il est en colère parce qu'il n'a pas de mère. Mais Malik n'a pas protesté. Il a simplement fait signe à son avocat et Fatou a ouvert le dossier. Nous avons la déclaration de l'homme qui l'a acheté. Dans cette lettre, il affirmait clairement que la personne qui avait vendu Malik s'appelait Aïcha Touakin. Tout le monde était sous le choc. Certaines femmes se couvrirent le visage de honte. Le chef se leva de son tabouret et dit « Aïcha aussi, tu es notre sœur. Pourquoi as-tu causé cette honte ?» Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle est tombée à genoux. J'étais désespéré et effrayé. Je pensais que s'il restait, Idriss n'aurait plus rien. Mon mari vieillissait. Il allait bientôt partager la terre, et Malik était son préféré. Mais personne n'écoutait plus ses larmes, car le coup fatal était arrivé. Malik a remis un autre document au chef du village. Il s'agit du document d'héritage foncier signé par mon père et attesté par 2 anciens. Idriss a reçu 3 parcelles. On m'en a donné 4. Mais ces 4-là ont été vendus illégalement en mon absence. Tout le monde s'est tourné vers Idriss. Il haussa les épaules. Ce n'était pas comme si le terrain me rapportait de l'argent. Je l'avais simplement vendu pour me rénover et faire de petites choses. Quelle terre, Malik, demandait-il? Celle pour laquelle tu n'as pas travaillé? Celle pour laquelle j'ai sué, enfant, en portant du bois pendant que tu buvais du koumou sur le lit de ta mère? Idriss siffla et s'éloigna. Mais Malik n'avait pas fini. Il se tourna vers Alimatou. Je ne veux pas de tes excuses. Tu peux les garder. Mais tu vois cette petite maison que mon père a construite? Fais tes bagages. Toi et Idriss avez 7 jours pour déménager, et vous vivez sans rien. La terre est à moi maintenant et papa sera en paix dans sa propre propriété. Le chef acquiesça et signa les papiers. Aïcha aussi pleurait et suppliait. Elle essaya même d'appeler Akin à l'aide, mais il détourna le visage. « Tu m'as volé mon fils. Et maintenant tu veux que je t'aide à garder ce qui ne t'appartient pas ?» 7 jours plus tard, la maison était vide. Aïcha, elle aussi, a déménagé dans sa maison de Matana, où elle vend désormais de l'akara au bord de la route et encourage les enfants à ne jamais laisser l'avidité ruiner leur avenir. Idriss, quant à lui, est devenu un rabatteur, sentant toujours l'alcool et endetté. Quant à Malik, il n'a plus jamais eu affaire à eux. Il a réprimandé la famille de son père et a également créé des emplois dans le village. Merci d'avoir regardé ce reportage. N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez-la avec vos proches et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes.